Merci d'accueillir Sacha Rosenwag. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Je suis très content d'être ici, de faire partie de l'équipe d'organisation du We Are, et j'espère que vous profitez autant que moi de ce week-end. Merci Sarah pour l'introduction. Donc je vais vous parler effectivement pendant 1h30 aujourd'hui des transmissions médicales. Non, ça durera que 20 minutes, vous inquiétez pas. Si mes diapos veulent bien s'afficher, j'en ai même quelques-unes que j'ai préparées. Alors avant tout, est-ce qu'il y en a j'ai comme conflit d'intérêt d'avoir créé la start-up effectivement TeamDoc pour essayer d'améliorer les transmissions médicales et la communication à l'hôpital. Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui ont déjà eu des cours sur les transmissions médicales? Un. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà lu des articles sur les transmissions médicales? 3. Ah, pas mal. Alors, juste attendre que mes diapos s'affichent, peut-être. Ça arrive. Ah, voilà. Donc ça, c'était la petite partie question sur les transmissions médicales. Alors, les transmissions médicales, vous allez en faire absolument tout le temps, toute votre vie. C'est quand même l'avantage que vous soyez au bloc opératoire vers un autre collègue du bloc opératoire, en anesthésie, quand à 16h, on doit aller faire un golf, ou du bloc opératoire vers la salle de réveil vers la réanimation, de la réanimation dans les étages, quel que soit le patient, quelle que soit la pathologie, quelle que soit la ville, le pays dans lequel vous allez travailler, vous allez faire des transmissions médicales tout le temps. Est-ce qu'il y en a qui pensent qu'ils font des mauvaises transmissions médicales de temps en temps? Ouais, on n'est pas top. Est-ce que vous pensez que ça peut avoir un impact sur vos patients? Ouais. Effectivement, ça c'est des données de 2009, il y a 400 000 morts par an liées à des erreurs médicales. C'est la 3e cause de mortalité après les accidents cardiovasculaires et les cancers. Et on considère que 70 à 80% de ces morts sont liées à des erreurs de communication. Ça fait un peu flipper. C'est un peu dommage de s'être occupé pendant 3 semaines d'un patient en choc septique, d'avoir ventilé, d'avoir mis une ECMO, et puis tout à coup, qui meurt parce qu'on a mal fait la transmission, qu'il était anticoagulé pour une EP et qu'il y a une récidive. Donc, vous allez peut-être me dire, oui, mais ça, nous, en anesthésie et réanimation, on est quand même bien formés aux transmissions, on est quand même beaucoup plus carré, beaucoup plus systématique. Il y a une étude qui est parue dans le JAMA il y a quelques mois, où ils ont regardé les chirurgies majeures, donc qui duraient plus de 3 heures, plus de 2 heures, pardon, c'était en moyenne 3 heures de chirurgie, dans laquelle il y avait un anesthésiste qui s'était fait relayer par un autre anesthésiste au bloc opératoire. Bon, ça arrive assez souvent. C'est une étude rétrospective, plus sur 6 ans, 300 000 hospitalisations, c'est une étude canadienne, et ils ont montré que quand il y avait un transfert de responsabilité, donc d'un anesthésiste à un autre au bloc opératoire, ça augmentait la mortalité de 1,2%. Ça augmentait les complications post-opératoires de plus de 6%, et les réadmissions à l'hôpital de plus de 2%. Voilà, ça fait un petit peu réfléchir. Et donc, ils recommandent d'améliorer les transmissions médicales entre anesthésistes et d'utiliser notamment des checklists. Et ça pourrait peut-être avoir un impact positif sur le patient, et c'est des anesthésistes qui ont écrit le papier, donc, tout en permettant de maintenir une bonne qualité de vie pour le clinicien. Voilà. Alors la question, c'est comment est-ce qu'on fait des meilleures transmissions médicales? Alors il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises transmissions médicales. Si, il y a des mauvaises transmissions médicales. Comme l'a dit Sarah, moi j'ai la chance de faire un stage en ce moment en Australie où les anesthésistes sont de purs anesthésistes et sont devenus d'excellents techniciens de bloc opératoire. Donc j'ai eu une transmission, c'était il y a à peu près 3 semaines, je travaille en réanimation post-chirurgie cardiaque et l'anesthésiste me dit, écoute Sacha, patient d'à peu près 70 ans, il a eu un double pontage, on lui a refait la valve aortique, la valve mitrale, je crois qu'il était essoufflé, c'est pour ça, il est un peu hypertendu, écoute. Je lui ai mis un 22 gauche sur le bras, un 18 ici, une sous-clave. J'ai un peu galéré pour l'artère, l'intubation, easy. Chirurgie, franchement, ça s'est bien passé, et puis voilà, il a un peu de dopamine, un peu de noradrénaline. Mais comment c'est possible de faire des transmissions médicales comme ça, quoi? Non mais allô? Je ne sais pas quel type de valve il a eu, je ne connais pas ses antécédents, je ne sais pas la durée de clampage, enfin, je ne peux pas m'occuper d'un patient comme ça. Et donc, avant de rentrer dans le contenu que doit être une bonne transmission médicale, il faut juste prendre conscience que la façon dont on va transmettre les patients, juste le fait, comment est-ce qu'on va parler à notre collègue, c'est extrêmement important. Si vous commencez une transmission médicale en disant « lui, franchement, il ne va pas te faire chier ce soir », on ne va rien noter dans notre transmission. On dira « ok, rien à voir ». Si vous commencez en disant « lui, franchement, on s'en est occupé toute la journée »,
eh ben, vous allez déjà faire prendre conscience à la personne en face de vous qu'il faut qu'il fasse attention à ce patient-là. Et ça, c'est bien décrit dans la littérature, ce qu'il appelle la communication anticipatoire. C'est juste le fait, avant même d'avoir parlé du patient, le fait de donner un petit indice, genre, lui, la famille, lui, non, il ne va pas t'emmerder. Ça, c'est important. Et donc, depuis 2006, il y a des recommandations de la Joint Commission, qui est une commission américaine à but non lucratif qui donne en fait les validations, les certifications aux établissements, qui a donné les recommandations sur les bonnes transmissions médicales. Alors, si vous voulez bien venir et m'accompagner dans le voyage des transmissions médicales, vous allez faire partie d'une petite communauté de gens qui adorent les acronymes tout le temps. C'est le SBAR, ISOBAR, SHARE, TIPTOP, DOPDIT. Ils adorent les acronymes. Et notamment, l'acronyme SHARE, c'est le bundle pour les bonnes transmissions médicales. S, standardiser le contenu de vos transmissions médicales. H, hardwire, c'est utiliser l'outil informatique. A, accepter les questions et les échanges pendant les transmissions médicales. R, renforcer vos pratiques. Et E, éduquer les équipes. Et lorsqu'on fait ça, il faut se mettre à standardiser les prises en charge. Donc standardiser le contenu d'une transmission médicale, c'est pas faire tout le temps la même chose et dire tout le temps la même chose à chaque fois. La standardisation, c'est le fait de rationaliser une prise en charge en fonction des références. Les références, nos référentiels en médecine, c'est les recommandations des sociétés savantes. Donc prendre les recommandations des sociétés savantes, les transposer localement à nos pratiques et à nos ressources, pondre les procédures organisationnelles de soins adaptées à notre service et en faire des checklists. Je pense que vous utilisez tous une checklist au bloc opératoire. J'espère que vous avez lu le papier Princeps qui a donc montré le bénéfice de ça. C'était une étude dans 8 hôpitaux, dans 8 pays différents, qui montrait que la mise en place de la checklist au bloc opératoire, ce que vous utilisez peut-être tout le temps, vous êtes peut-être un petit peu jeune, vous n'avez pas connu le bloc opératoire sans checklist, mettre en place une checklist, ça a réduit de 30% la mortalité post-opératoire. En 15 ans, je pense, en anesthésie et réanimation, il n'y a aucune autre mesure qui a réduit autant la mortalité post-opératoire que le fait de mettre en place une checklist. Donc on se rend compte à quel point juste le fait de donner les bonnes informations au bon moment à la bonne personne, c'est capital pour la prise en charge des malades. Et donc ce que je veux vous proposer, c'est de standardiser la contenu selon l'acronyme le plus utilisé, qui est le SBAR, Situation, Background, Assessment et Recommendation. C'est utilisé dans les pays anglo-saxons depuis plus de 15 ans. Ça fait partie de la formation intégrale des infirmières, ça vient des infirmières à la base et ça a été transmis ensuite aux médecins. Et c'est en fait ce qu'on a l'habitude de faire, c'est l'habitude qu'on a de faire des transmissions médicales. Situation, quel est le nom de mon patient, dans quelle chambre il est et qui je dois appeler s'il y a un problème. Background, c'est tous les antécédents de mon malade, les allergies, etc. Assessment, c'est un risque, c'est l'évaluation clinique et biologique de mon malade que je dois transmettre et que je pense qu'il est important de transmettre à mes collègues. Et recommandations, c'est ce qu'on doit faire pour le malade, les choses à faire, les choses à voir et le but de la prise en charge. Et quand on regarde ça, on se dit oui, je transmets à peu près tout le temps ça à mes collègues. Il y a quand même deux choses, moi, à titre personnel, les résultats anormaux de laboratoire, franchement, je ne les donne jamais. Savoir que les accès vasculaires de mon patient, je ne donne pas beaucoup. Il y a pas mal d'études sur le sujet, celle-ci, elle date de 2008. Ils ont regardé, c'était une réanimation américaine, où ils ont regardé, en fait, à la suite d'un événement indésirable lié à des transmissions médicales, est-ce qu'ils transmettaient ou non les bonnes infos lors des transmissions. Ils se sont aperçus que, par exemple, le nom du patient, il donnait dans moins de 50% des cas. L'âge, 19% des cas. Bon. Les résultats de labo, 26% des cas. Ils se disent, bon, peut-être, ok, c'était franchement une réa, ils sont un peu mauvais. À chaque fois qu'on regarde la littérature, c'est toujours les mêmes données. Que ce soit pour des patients polytraumatisés, que ce soit dans le cadre du transfert entre le bloc opératoire et la réanimation. Là, ils avaient mis en place une sorte de ce qu'ils ont appelé Formula One Pit Stop, c'est-à-dire que pendant une transmission médicale, chacun était à son poste, prêt, et ils essayaient de chronométrer la transmission médicale en donnant le maximum d'informations. Et ici, en réanimation post-chirurgie cardiaque, chez les pédiatriques, c'est exactement la même chose. À chaque fois qu'on met en place une évaluation de la transmission, on se rend compte, en fait, on est mauvais. Et donc cet outil, le SBAR, il a été évalué dans plus de 45 papiers et il y a une revue systématique qui est parue effectivement cette année qui montre que quand on utilise cet outil, voilà, on améliore grosso modo le nombre d'informations transmises et on n'est pas encore capable de dire si le SBAR seul permet d'améliorer l'outcome de nos patients, mais en tout cas ça y tend parce que les études ne sont pas encore assez puissantes.
Et alors, on a notre version française, la HAS, depuis 2006, qui a traduit le SBAR par le SAED, situation antécédent évaluation demande, avec ce slogan incroyable, ça aide à communiquer. Quelqu'un en avait entendu parler? Non. Et la SFAR s'est rendu compte que SBAR, à une lettre près, ça faisait SFAR. Et en 2017, ils ont donc eu des recommandations qui s'appellent Transfar Plus, en reprenant effectivement ça, S, la situation, avec notamment pour les patients de réanimation la stabilité, la sévérité du malade. F, les faits, A, action, et R, les risques. C'est la même chose que le SBAR, que le SAED. Avec cet algorithme juste avant trans, qui dit la transmission est un moment important. La première chose à faire, c'est comprendre que la transmission, c'est un moment important, et le R, c'est prendre rendez-vous. On prend rendez-vous dans une salle, on se pose au calme. La transmission, il y a plein de contraintes. Il y a des contraintes temporelles. On met environ 2 minutes à transmettre un patient en réanimation. Vous vous rendez compte, quand il y a un patient, si c'était vous ou moi, en réanimation, choc septique, dialysé, ventilé, on se dit en 2 minutes. Top chrono, il faut avoir tout transmis. Il y a des contraintes organisationnelles. Souvent, celui qui prend la garde, c'est celui qui a le bip, c'est celui qui a le DECD, il est interrompu toutes les 2 minutes. Il y a des contraintes cognitives. Est-ce que la personne en face de moi, elle est capable de comprendre tous les acronymes que je vais lui dire? Est-ce qu'elle est capable d'avoir le même sentiment quand je dis oh, il a des petites doses de noradré? Petite dose, c'est moins de 0,5 mg/h, moins de 1 mg/h, moins de 2. Et donc standardiser le contenu, c'est extrêmement important. L'autre chose, c'est comment est-ce qu'on met en place une amélioration des transmissions médicales dans son service. Et comment est-ce qu'on va utiliser les outils papier, les outils informatiques pour essayer de mettre ça en place. Je vais vous montrer un petit peu à travers mon expérience que je me suis intéressé aux transmissions un petit peu par hasard depuis le début de mon internat. Je vais essayer de vous montrer ce qui s'est fait progressivement et vous montrer que quoi que ce soit que vous fassiez, vous améliorerez les transmissions médicales et vous améliorerez le pronostic de vos malades. Donc ça a commencé au début de mon internat, au premier semestre de réanimation à l'hôpital Tenon, au service de réa, où j'avais fait sur un petit document Word voilà, les petites fiches de transmission médicale. Bon, c'était pour moi à la base, j'ai juste mis les antécédents, le motif, ça m'évitait juste de réécrire et d'oublier quelque chose. Et puis mes co-internes ont commencé à aimer ça, donc je leur ai donné, on les a tous imprimés, on avait un petit peu tous le même moyen de faire les transmissions médicales et ça a commencé à standardiser la façon dont on parlait. L'année d'après, j'étais dans un service parisien dont je ne tairai le nom, puisque le chef de service m'avait autorisé à faire la même chose, mais sur un Google Drive. Donc, bien évidemment, entièrement interdit, bonjour à la CNIL. Mais tout le monde pouvait avoir accès aux transmissions médicales standardisées, toujours de la même façon. Tout le monde pouvait les modifier en live, juste avant les transmissions médicales de 17h, de partager les informations en temps réel. L'année d'après, dans un hôpital de périphérie parisien, dont je tairai le nom également pour des raisons de la CNIL, on m'a autorisé à mettre en place une petite application qui s'appelait Wunderlist, qui était une application de liste de tâches. Bon, peut-être qu'ils l'utilisent pour faire leurs courses. Et je me suis dit, on pourrait mettre la liste des patients. Bon, jusqu'ici, ça ne change rien. On la partage en tant qu'interne. On peut même dire tel interne à tel patient. Et puis, on peut se mettre des rappels avec des listes de tâches. Gaz du sang 22 heures, le portable sonne, gaz du sang 22 heures. OK, il faut que je regarde le gaz du sang de mon malade. Et puis, pareil, toujours une description des patients. Et puis, j'ai voulu aller un peu plus loin. J'ai essayé de mettre en place des sortes de protocoles en disant le patient polytraumatisé doit être pris en charge tout le temps de la même façon. On doit transmettre tout le temps de la même façon. Et le fait d'avoir écrit, par exemple, qu'un trauma crânien doit toujours être décrit par son score de Glasgow initial, vous savez que ça a un impact majeur sur la prise en charge par la suite. Le fait de marquer qu'il doit avoir un TDM de contrôle à 24 heures, ça permet de jamais passer à travers. Et puis j'ai repris ça, et puis on est retourné dans le service de l'hôpital Tenon, où ils prennent en charge par exemple des drépanocytaires. Et puis on a dit, voilà, standardiser la façon dont on transmet les patients, c'est plus une drépano, c'est plus un drépano. Non, c'est un drépano de type SS avec une anémie chronique à 7 grammes et qui est déjà allo-immunisé. Et en fait, le fait de standardiser la façon dont on transmet les informations et d'utiliser un outil informatique partagé par tout le monde, ça a permis de parler le même langage au final. Et donc l'année d'après, effectivement, je me suis lancé, j'ai créé ma start-up et j'ai tout simplement repris tout ce que j'avais fait au cours des dernières années pour faire des fiches de transmission et faire ça joli et sur un serveur sécurisé. Tout ça pour vous dire que quelle que soit la méthode, vous arriverez à améliorer les transmissions médicales. Ça, j'aime beaucoup cette étude parce que c'est des chirurgiens qui l'ont publiée. Pour vous dire que les chirurgiens, ils arrivent à publier des choses incroyables. Vous avez déjà assisté à la visite d'un chirurgien avant le bloc opératoire, vous savez, celle entre 7h moins 5 et 7h, où ils ont les 30 malades à voir.
Et donc, ça, c'est un interne américain qui a publié ça. Ils ont mis en place un système de transmission incroyable. C'était un fichier Excel avec 5 cases. Le nom, le prénom, le lit, le côté opéré et les choses à faire, et la chirurgie. Et ils ont montré qu'au lieu de rater 5 malades le matin, ils en rataient plus que 2. Faut le publier quand même, faut avoir des... Voilà. Pour dire, on ne rate plus que 2 malades le matin avant d'aller au blog. Bref, tout ça pour vous dire que, quel que soit le système que vous mettrez en place, vous améliorez les transmissions. Donc standardiser, utiliser l'informatique, autoriser l'échange et les questions. À la base, une transmission, ça se fait à 2 sens. Lorsque vous parlez d'une antibiothérapie, on est censé vous questionner, est-ce qu'elle est adaptée, est-ce que vous êtes sûr qu'il n'y a pas d'allergie, est-ce que ceci, est-ce que cela. Renforcer les pratiques et éduquer les équipes. Éduquer les équipes, c'est commencer par dire la transmission, c'est un moment important. Le bip de garde, il n'est pas avec moi. Et donc, une fois qu'on fera tout ça, on arrivera à un bundle de prise en charge, un bundle de la transmission médicale, comme a été publié ici dans le JAMA. Ils ont fait exactement les recommandations chères. Ils ont mis en place un outil informatique, de la standardisation, ils ont éduqué, ils ont fait de la simulation. C'était sur plus de 30 000 patients, ils ont vu qu'ils réduisaient de 54% les erreurs médicales, dont 45% qui étaient des erreurs médicales évitables. Et bon, ils passaient 36 minutes de plus auprès de leurs patients. Pourquoi pas. Une autre étude qui est parue également dans le New England, c'était en 2013. Ils utilisaient un autre moyen mémotechnique, le iPath, et ils ont montré eux aussi également que quand on faisait ça, on diminuait de 23% les erreurs médicales et que tous les items présents, le nom, le prénom, l'identité, les allergies, les antécédents, absolument tout était transmis de manière efficace après la mise en place de ce programme. Donc, il ne vous reste plus qu'à vous lancer. On va faire juste un petit quiz pour finir. Vous pouvez participer. Est-ce que vous avez eu le temps de lire les recommandations Transphar Plus que j'ai mis? Est-ce que vous pouvez me dire quel est l'item qui était en haut sur la liste? Premier item à transmettre. Joli. Situation, stabilité. Ensuite, fait. Dans le fait, il y avait l'identité, le motif d'admission, les antécédents pertinents, les allergies, les événements et les défaillances d'organes. Et ensuite, c'était action et risque. Parfait. Merci à vous. Merci beaucoup, Sacha. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui. Bonjour, merci. Bonjour. Du coup, ton application, elle est accessible actuellement? On peut la télécharger et l'utiliser? Alors bientôt. Je fais un peu de promo forcément. Elle sera bientôt accessible. En fait, l'idée c'est que c'est pas un travail individuel. Il faut forcément que ce soit fait en équipe. Et donc l'idée c'est que au moins un service entier puisse s'en équiper ou un hôpital entier puisse s'en équiper. En France, il n'y a pas trop d'autres équivalents pour les transmissions médicales. Aux États-Unis, ils en utilisent déjà plein. Et donc c'est pour parler avec voilà, les autorités, avec l'assistance publique, etc. Mais en tout cas, ce n'est pas du futur, parce que j'entendais parfois des gens dire, quand ils regardaient les algorithmes, ça dire mais ça n'arrivera jamais chez nous, c'est impossible à l'assistance publique, t'imagines? Voilà, dans les mois qui arrivent, une bonne partie des DECT de l'assistance publique vont être remplacés par des smartphones. Donc voilà, c'est pas pour dans 10 ans. Voilà. D'autres questions? Oui. C'est mou normalement. Tout va bien? Est-ce qu'il y a un médecin dans... C'est pour qui? C'est pour qui? C'est pour là-bas, juste derrière. Oui, est-ce que tu peux juste en dire un peu plus sur toi-même, ton parcours? Est-ce que là tu travailles à temps plein dans ta start-up? Est-ce que tu exerces encore? Voilà. Alors moi je suis interne en 9e semestre. J'ai effectivement profité des pauses dans mon internat pour faire ça. Donc ma première pause, ça a été de faire un Master 2. Et donc j'ai eu le temps effectivement de créer la boîte, de me lancer dans la recherche d'un développeur, d'essayer de faire du recrutement. Là je suis en thèse de sciences en ce moment. En Australie, donc
où la qualité de vie quand même est autre que celle en France, puisque à 16 heures, on se fait éjecter du labo pour nous dire, écoute, maintenant, il faut que tu ailles profiter de la plage et du soleil. C'est chronophage, clairement. Ça prend énormément de temps de pouvoir faire les deux. Moi, je continue à exercer, donc pour te donner mon calendrier à peu près en ce moment, c'est voilà, je suis une semaine en réa post-chir cardiaque, 2 semaines au labo, 1 semaine à la plage. Et la journée, je travaille à l'australienne, et puis le soir, je travaille sur les heures françaises. Donc, ça prend environ 3 heures par jour. Je pense que c'est extrêmement gratifiant et on apprend énormément de choses à faire autre chose que de la médecine, honnêtement. Notamment dans le monde entrepreneurial, j'ai appris à parler de business, à voir comment fonctionnaient les hôpitaux, les budgets des hôpitaux, à parler des process hospitaliers, ce genre de choses. Il faut quelqu'un si vous voulez vous lancer dans effectivement l'aventure start-up, etc. Il faut avoir quelqu'un sur qui se reposer. Il y a énormément de côté légal, enfin, voilà, sans les avocats, on est incapable. De côté business, où on n'a jamais été formé et on ne connaît absolument rien. Donc c'est très chronophage, c'est très stimulant, mais il faut avoir quelqu'un pour être accompagné. Mais du coup, moi, je continue de faire un petit peu tout. Et quand je serai en burn-out, j'arrêterai. Il y a d'autres questions? Alors moi, j'ai une question un peu plus générale. Comme toi, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont une idée, mais ils n'osent pas se lancer parce qu'ils ont peur, probablement, ils ne savent pas par où commencer. Donc toi, quels sont tes conseils justement pour tous ces jeunes médecins ou non médecins qui ont envie de se lancer dans l'aventure? Allez-y, déjà. Soyez préparés parce que ça prend du temps. Il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas dans le monde extra-hospitalier. C'est vrai que quand on fait de la médecine, nous, on ne connaît que de la médecine. On sait comment ça marche, on ne connaît rien. Entre-temps, quand quelqu'un nous dit « ouais, je fais du conseil », c'est quoi ton travail en fait? Tu fais du conseil, ça veut dire quoi? Et en fait, moi, je me suis aperçu que ce que je faisais à travers TeamDoc, ça s'appelle du conseil en process d'entreprise. Tu fais du conseil en process d'entreprise, en fait. Je dis, ça veut dire quoi, en fait? Je dis, tu as identifié un besoin. Il y a un besoin d'améliorer la communication, d'améliorer les transmissions d'informations à l'hôpital. Tu as analysé les process et tu proposes des solutions. Voilà, ça c'est un métier, ça s'appelle conseil de process en entreprise. Donc il faut s'entourer de gens qui sont motivés, qui ont envie de faire changer les choses, vous dire que rien n'est impossible, c'est beau. Mais honnêtement, rien n'est impossible. Il est possible pour vous de monter une start-up comme moi je l'ai fait en partant de rien. J'ai pitché devant des investisseurs en leur disant qu'ils ne sont absolument pas médecins, mais quand on parle des transmissions médicales, des erreurs, ça touche toujours quelqu'un. En leur disant, bah voilà, aujourd'hui, pour avoir un scanner, on doit faxer, envoyer le fax, réceptionner le fax, vérifier qu'il y a quelqu'un derrière le fax, avoir la réponse au fax. Ils m'ont dit, mais c'est pas possible. Et puis, on sort de là et puis on a un investissement significatif pour pouvoir commencer sa start-up. Le seul conseil que je vous dirais, c'est allez-y. Vous dites pas, ouais, mais quelqu'un l'a peut-être fait ailleurs, quelqu'un a dû y penser. Moi, je me suis dit, bah, les transmissions, la messagerie sécurisée, un peu un genre de WhatsApp médical, quelqu'un a dû le faire. Oui, mais si on commence à regarder, bien sûr, partout, il y a quelqu'un qui a toujours fait quelque chose avant vous. Lancez-vous, prenez des conseils auprès de gens comme Cécile Montet, comme moi, si on peut vous conseiller un petit peu sur ce que c'est que d'être à la fois médecin et à la fois entrepreneur, mais vous limitez pas dans ce que vous pouvez faire. Merci. Merci.